Je vais inviter maintenant Thibault Linné, directeur de la cantine pour tous, Lucie Lorrain, coordonnatrice des projets en alimentation, Association québécoise de la garde scolaire, et Muriel Virens, directrice adjointe, programme éducatif équitaire, à venir sur scène pour vous présenter justement le regard de la suite des choses. Merci. Bonjour tout le monde. On a passé pas mal de temps cette dernière année à essayer, vous l'avez vu en fait depuis ce matin, on a parlé d'un programme universel de l'alimentation scolaire, on a parlé de ce qui se passe à l'étranger, on a parlé de ce qui se passait dans les régions ici au Québec. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'un programme d'alimentation scolaire, ça peut prendre différentes formes, ça peut prendre différentes couleurs. Et d'ailleurs, la façon dont les organismes au Québec le font peut varier d'un endroit à l'autre, d'un organisme à l'autre. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour avoir une vision commune, une vision qui est portée par la société civile et qu'on peut donc présenter principalement au gouvernement du Québec pour dire ça, c'est la vision qu'on a nous, malgré nos différences dans la façon dont on opère nos programmes, dans la vision qu'on a, dans la philosophie qu'on porte. Ça, c'est une vision sur laquelle on s'entend tous et on serait d'accord pour la mettre en place au Québec. C'est sur ça qu'on a travaillé, c'est ça qu'on a débattu pendant des heures et des heures de rencontres, pour arriver à la version qu'on va vous présenter maintenant. Okay. Donc, la première chose, c'est que la vision qu'on a pour un programme d'alimentation universelle du Québec, c'est un programme au Québec, pour le Québec, par le Québec, premièrement. Okay. Ça pourrait être un programme pour le Canada, ça pourrait être un programme pour les régions. Nous, on pense que la bonne échelle, en fait, pour un programme universel d'alimentation scolaire, c'est l'échelle québécoise. Okay. La vision, si on devait la résumer en une phrase très simple, qu'on va détailler après, ce serait d'offrir des repas sains, durables et abordables et d'éducation alimentaire de qualité à tous les enfants tout au long de leur parcours scolaire, du préscolaire au secondaire au Québec. Okay. Donc ça ne peut se faire évidemment que si nous on travaille en collaboration, enfin la société civile travaille en collaboration avec le gouvernement évidemment. Donc la première chose que nous on recommande avant même de vous présenter la vision, c'est qu'il y ait un comité qui soit créé, un comité intersectoriel avec le gouvernement du Québec et les grands parties prenantes, les grands organismes, on va dire, porteurs de l'alimentation scolaire au Québec, et qui permettrait de piloter, on va dire, la définition plus précise de ce que ce serait qu'un programme et sa mise en opération. Évidemment, ce serait une définition et une mise en opération qui, notre préférence, ce serait qu'elle s'articule autour des 8 principes directeurs qu'on a évoqués tout à l'heure. Et on va rentrer dans les détails maintenant pour vous dire qu'est-ce qu'on veut dire par ces principes directeurs concrètement. Ça veut dire quoi dans les faits comment est-ce qu'en fait on peut vous expliquer le consensus qu'on a trouvé, on va dire, pour concrétiser ces principes directeurs. Merci. Donc, évidemment que le principe directeur axé sur la santé, il y avait consensus à ce niveau-là. Évidemment que c'est un programme qui va être un levier de santé publique pour la lutte contre l'insécurité alimentaire. On l'a mentionné tout à l'heure, la réussite éducative, réduire les inégalités sociales de santé. Évidemment qu'on souhaite, au bout du compte, nourrir les enfants avec des aliments qui respectent le guide alimentaire canadien. C'est quand même assez simple, tout le monde on s'entend là-dessus, mais c'est vraiment pas le cas présentement. Dans la façon que l'aide alimentaire, elle est offerte via des mesures budgétaires qui descendent dans les écoles, malheureusement, on constate qu'il y a beaucoup quand même d'aliments ultra transformés qui sont donnés malheureusement aux enfants. Donc ça, on s'entend là-dessus. Ensuite, évidemment, on souhaite, comme les enjeux sont tant présents dans les écoles primaires que secondaires, évidemment que le programme, on souhaite qu'il soit déployé à tous les niveaux pour rejoindre l'ensemble des enfants. Mais bien sûr que ça peut se faire de façon graduelle en fonction des besoins. Ça peut être selon les milieux qui soient défavorisés ou éventuellement aller rejoindre après ça les milieux qui sont plus favorisés. Donc, il y a quand même une certaine adaptabilité en fonction des régions et des réalités qu'on pense qui doit être graduellement mis en place. Encore là, on souhaite qu'il y ait un service de petit déjeuner, de collation, de dîner. Dans nos rêves le plus fous, les 3 services sont offerts, mais
ça pourrait être aussi une possibilité d'adapter cette offre de service-là en fonction des besoins, des réalités des écoles et où ils sont déjà rendus présentement. Prochain principe, on est pas mal rendu là. Promoteur de littératie alimentaire, évidemment, qu'on souhaite en fait qu'il y ait un accès à une éducation alimentaire de qualité qui va favoriser, au bout du compte, l'autonomie et la capacité des jeunes à l'égard de leur alimentation, en plus de contribuer, évidemment, à une bonne santé physique et mentale au-delà de l'enfance. On souhaite que la littératie alimentaire soit intégrée dans le programme de formation de l'École québécoise et donc tous les jeunes vont y avoir accès, autant au niveau du préscolaire, primaire, secondaire. Là, je suis en train de... Bon, OK, j'étais comme, voyons, je suis entraînée par là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Bon. Donc, également, ce qui est important, c'est de fournir de la formation et des outils de qualité au personnel enseignant et au personnel éducateur. Un autre aspect important, évidemment, qui me tient beaucoup à cœur, c'est le contexte des repas. Puisqu'à l'Association québécoise de la garde scolaire, on a travaillé énormément sur cet aspect-là depuis de nombreuses années. Donc, on souhaite que les enfants mangent dans un contexte de collation et de repas convivial. Bon, on a parlé tout à l'heure, Ricardo, il en a parlé, de l'aspect du bruit, de l'aspect de l'aménagement des locaux, la ventilation. Bon, tous ces aspects-là sont avoir assez de temps pour manger, évidemment. Donc, pouvoir partager avec ses camarades, développer des apprentissages pendant cette période-là qui vont au-delà des saines habitudes alimentaires. Donc, ça, c'est vraiment tout l'aspect social, l'estime de soi, respecter des normes sociales en termes de repas, respecter la parole de l'autre, apprendre à parler pas trop fort. C'est tous des aspects qui sont travaillés sur l'heure du dîner. Donc, ce sont des éléments importants. Mais on souhaite aussi avoir des intervenants sur place, autant les enseignants que le personnel éducateur qui vont encadrer collation et repas, aient accès à de la formation en ce qui concerne les bonnes pratiques d'alimentation positive. Donc, on souhaite qu'il y ait des messages qui soient positifs, un discours positif à l'égard de l'alimentation, parce que c'est un aspect vraiment important à développer une relation positive avec les aliments chez les enfants. Un élément essentiel de la littératie alimentaire. Prochaine. Oui, alors si je continue, donc en termes de développement économique communautaire, on pense vraiment qu'un PASUC doit s'appuyer sur ce qui existe déjà, donc les initiatives d'alimentation scolaire existantes. Pour nous, les organismes à but non lucratif spécialisés en alimentation scolaire et aussi les centres de services scolaires sont vraiment bien placés pour pouvoir le mettre en place. Un PASUC, c'est vraiment l'occasion de renforcer les systèmes alimentaires durables. Ça s'inscrit dans un modèle de transition écologique et ça constitue, comme on l'a mentionné souvent là, ce matin, une opportunité tant pour notre santé, notre agriculture, notre économie, notre société et notre environnement. Donc, quelques éléments importants ici. Tout d'abord, on parle du rôle des institutions publiques. Donc, il y a déjà des centres de services scolaires et des écoles qui sont vraiment impliqués dans la gestion des centres dans la gestion des services alimentaires scolaires et aussi dans l'éducation alimentaire des élèves. Donc, on souhaite vraiment que ces pratiques continuent, qu'elles soient encouragées, mais évidemment, on est conscient des limites dues à l'absence d'infrastructures adaptées dans certaines écoles, une expertise requise en projet alimentaire et aussi du manque de ressources humaines et matérielles. On l'a bien vu aussi dans les chiffres présentés par l'IRIS. On pense aussi que les centres de services scolaires puissent exploiter leur expertise en formation professionnelle. Donc, on pense entre autres justement les cours en cuisine pour soutenir la mise en place d'un programme. Justement, quand les centres de services scolaires ne sont pas en mesure ou ne souhaitent pas assurer le service de repas ou l'éducation alimentaire,
À ce moment-là, le programme peut s'appuyer sur des entreprises d'économie sociale, sur des organismes à but non lucratif qui sont déjà présents dans les milieux et qui disposent vraiment d'un savoir-faire pertinent. Donc, on pense, par exemple, à prioriser les traiteurs sociaux, les organismes communautaires, des coopératives de solidarité qui ont justement une offre de repas et un soutien à l'éducation alimentaire. Ensuite, bien évidemment, puis on l'a nommé, on parle d'une offre d'aliments locaux. Donc, vraiment en favorisant des aliments locaux à travers des cibles d'achat d'aliments québécois ambitieuses, mais aussi distinctes pour les aliments qui sont préparés au Québec et les aliments qui sont transformés, dans le fond, produits au Québec puis préparés au Québec. Donc, de faire une distinction aussi dans les cibles pour les deux. Un PASUQ, bien, ça assure des retombées économiques pour nos agriculteurs et nos transformateurs locaux. On l'a vu, le chiffre est frappant, 184 millions de dollars en agriculture, mais ça, c'est justement si on prend un 30 %. Or, on voit déjà que des initiatives d'approvisionnement à 50, 60, 70 % d'aliments québécois, c'est déjà possible. Donc, si on fait ça à la grandeur de la province, bien, les retombées peuvent être encore beaucoup plus forte que ça. Et ça permet aussi d'assurer un marché qui est conséquent, qui est stable et surtout prévisible pour nos agriculteurs et nos transformateurs locaux. Ensuite, le PASUQ pourrait aussi contribuer à développer une agriculture qui est résiliente au changement climatique et qui, à la fois, dans le fond, respecte aussi le guide alimentaire canadien en favorisant, par exemple, la production de cultures émergentes diversifiées qui ont des faibles impacts environnementaux et des valeurs nutritives élevées. Donc, vraiment que les aliments servis soient diversifiés de saison, transformés ou cuisinés le plus proche de l'école et avec des pratiques agricoles durables et régénératrices. Puis finalement, des pratiques éco-responsables, on l'a vu aussi dans différentes présentations. Un PASUQ, c'est un levier majeur pour protéger l'environnement et réduire les émissions de GES. D'une part, en assurant une meilleure gestion des matières résiduelles dans nos écoles, en implantant, par exemple, de façon systémique et uniforme le compostage, la réduction de l'emballage, du suremballage, de l'utilisation des contenants à usage unique. D'autre part aussi, on peut penser à végétaliser davantage les menus, de réduire le gaspillage alimentaire par l'intégration justement d'une réflexion qui est sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Puis ça permettrait vraiment de mieux mutualiser l'approvisionnement puis d'avoir des systèmes alimentaires beaucoup plus locaux et territoriaux. Si j'enchaîne rapidement avec un autre principe, donc on pense vraiment à un programme qui tient compte des particularités locales et régionales, puis qui s'adapte aux conditions sociales, culturelles et économiques des communautés desservies. Qui s'appuie aussi là, sur des instances de conservation régionales ou locales, qu'il y en a beaucoup qui sont déjà en place. Et également, là, on souhaite définir des ajustements nécessaires pour mieux s'intégrer là, dans l'écosystème et mieux servir la communauté. Donc, le programme, c'est vraiment le potentiel de consolider des réseaux d'action autour des écoles pour venir soutenir la mission du ministère de l'Éducation et aussi de mettre en place le nécessaire pour assurer une équité territoriale entre les différentes régions de la province. Ça aussi, on l'a nommé souvent. Un autre élément, c'est le rôle des centres de services scolaires. Donc, il y en a qui disposent de ressources pour gérer les services alimentaires, mais d'autres non. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'il y ait davantage d'uniformité, que les centres de services scolaires puissent avoir l'expertise à l'interne pour accompagner justement les écoles dans l'adoption, dans l'opérationnalisation d'un programme. Puis vraiment aussi que le personnel, dans le fond, que le personnel encadrant des écoles, des services de garde et de surveillance du midi puisse être formé pour offrir un environnement positif autour des repas scolaires, comme Lucie l'a mentionné aussi. Alors, il y a aussi un principe dont on parle beaucoup, c'est l'universalité. Mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement par l'universalité? Et puis, en fait, la proposition qu'on fait, nous, de définition d'universalité varie selon qu'on parle des repas ou de la littératie alimentaire. Donc, universel, ça veut dire pour tout le monde, ça je pense que tout le monde est au courant. Et donc ce qu'on constate maintenant au Québec, c'est que la plupart des programmes sont
en tout cas, il y a beaucoup de programmes qui existent, qui sont ciblés, c'est-à-dire qui vont viser les populations vulnérables pour faire des programmes de sécurité alimentaire. Nous, on a un programme de santé. Okay, donc, il faut que ce soit un programme qui soit adressé à tout le monde pour régler des enjeux de santé, en tout cas pour adresser des enjeux de santé, et par la même occasion, ceux d'insécurité alimentaire, mais sans les cibler, pour éviter qu'il puisse y avoir la stigmatisation que vous connaissez bien dans certains programmes. Donc, pour les repas, on parle d'universalité, mais pas forcément pour tout le monde, mais d'une accessibilité universelle. Ça veut dire que les programmes de repas, petit déjeuner, collation, dîner, seraient offerts à tout le monde. Donc libre ensuite aux parents de dire « je le prends ou je le prends pas ». Il y a des parents qui vont préférer cuisiner pour leurs enfants, c'est correct. Par contre, ce qu'on veut, c'est que tous ceux qui en ont besoin ou qui en ont envie puissent y avoir accès. On s'est posé la question de savoir, est-ce qu'on veut une adhésion active ou passive des parents, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut que, comme dans les CPE par exemple, on soit inscrit d'office au programme des repas, ou est-ce qu'il faut que les parents fassent les démarches pour s'inscrire? A priori, si on veut vraiment rejoindre tout le monde, et en particulier les populations vulnérables qui sont moins à l'aise avec les charges administratives, une adhésion passive, c'est-à-dire que les gens sont inscrits d'office et ils peuvent se désinscrire facilement, ça permettrait de rejoindre plus de monde. Maintenant, c'est quelque chose qu'il faudrait évidemment voir en fonction des modalités d'opérationnalisation du programme. Et nous, on pense que ce serait un sujet intéressant à discuter avec le comité, avec le gouvernement dont on a parlé tantôt. Ouais, comité intersectoriel, pardon. Et puis pour que l'universalité des repas soit possible, il faut uniformiser, selon nous, les services de garde et de surveillance du midi. Et puis faciliter l'accès économique aux services de garde et à la surveillance du midi, évidemment. Quand on parle de la littératie alimentaire, par contre, on parle d'une universalité plus stricte, puisqu'on veut que l'éducation à la saine alimentation soit directement intégrée au programme de formation pour que tous les élèves soient rejoints dans toutes les classes, à tous les niveaux, primaire, secondaire. Un programme à coût partagé. On en a un peu parlé des coûts tantôt avec l'étude de l'IRIS. Qu'est-ce qu'on veut dire, nous, par coût partagé? La première chose, c'est que le chantier PASUC, les membres du comité de pilotage se sont entendus pour dire qu'on est favorable à ce qu'il y ait des contributions des parents. Donc les parents contribuent en fonction de leurs moyens. Quelle est la forme de la contribution des parents? Ça peut dépendre, selon qu'on parle de petit déjeuner, de collation, de dîner. Il y a différentes modes de tarification sociale qui existent au Québec. Là, il faudra choisir évidemment celle qui est la plus adaptée pour chacun des services qui sont offerts. Mais pour nous, c'est important que les parents contribuent en fonction de leurs moyens. Donc que ce soit accessible pour ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui ont moins de moyens, et que ceux qui ont les moyens puissent contribuer, eux, directement. Évidemment, il faudrait une participation financière des différents paliers du gouvernement. On pense principalement au fédéral et au provincial, que les différents ministères au provincial puissent participer comme ils le font aujourd'hui, mais que les financements soient évidemment concentrés et distribués de manière cohérente et transparente. Et puis, on s'est posé la question aussi de la place des financements privés. Et si des grosses entreprises voulaient financer le programme universel d'alimentation scolaire. Notre opinion, nous, c'est qu'on est défavorable à ça pour éviter qu'il puisse y avoir une instrumentalisation, on va dire, d'un programme universel d'alimentation scolaire à des fins commerciales. Par contre, comme on l'a évoqué, le programme il pourrait être porté dans plusieurs régions, plusieurs territoires par des organismes à but non lucratif qui, eux, pourraient être soutenus d'une manière ou d'une autre par des investissements privés, des dons, des donations, des dons alimentaires, des entreprises qui acceptent de donner du matériel, par exemple, etc. On ne veut pas exclure, évidemment, l'opportunité que représente le monde privé pour pouvoir accompagner le programme universel d'alimentation scolaire, mais pas à la base. Voilà. On l'a mentionné tout à l'heure, on souhaite un programme qui est engagé à ce que les Autochtones contrôlent les programmes destinés à leurs enfants. Donc, on souhaite mettre de l'avant les principes de souveraineté alimentaire autochtone.
Et le dernier principe, dans le fond, on souhaite que le programme soit doté de mesures fermes de reddition de comptes et d'un cadre d'évaluation qui est cohérent à l'ensemble de la province. Donc, on pense vraiment que le programme doit être guidé par des normes nutritionnelles provinciales, mais aussi des mesures de protection en matière de conflit d'intérêts qui empêchent, par exemple, le programme de faire la promotion d'aliments malsains ou encore des produits spécifiques. On souhaite justement avoir une base commune d'objectifs, de normes ou de cibles qui est justement définie pour tout le Québec et que ce soit justement que ce soit pour les services alimentaires ou éducatifs, puis ça, dans le fond, quelle que soit la région. Et que la reddition de comptes soit faite aussi de façon indépendante, puis qu'elle puisse vraiment là, venir mesurer l'atteinte des objectifs établis. Donc, pour conclure, notre vision d'un programme universel d'alimentation scolaire, en tout cas dans notre vision, le gouvernement du Québec, il piloterait le programme universel, un programme qui serait non stigmatisant, avec une orientation santé publique pour tous les enfants du Québec, qui tient compte des particularités sociales, économiques et culturelles locales et qui s'appuie sur les initiatives existantes. Le programme serait cofinancé par les différents paliers du gouvernement et les parents. La littératie alimentaire serait intégrée au programme scolaire avec le soutien des partenaires des écoles qui font déjà ça. Le déploiement et l'opérationnalisation du programme se ferait de manière concertée avec les parties prenantes au niveau des régions. Les enfants auraient accès à des repas sains et abordables, préparés par les écoles ou des traiteurs et qui respectent des pratiques durables et qui devront rendre des comptes évidemment sur ce qu'ils font. Donc ça, c'est vraiment en quelques mots la vision qu'on a pour un programme universel d'alimentation du Québec. Puis je vais laisser Muriel conclure. Bien, ça, c'est notre rêve. Et en fait, en terminant, on a envie de vous inviter encore une fois à vous mobiliser avec nous autour de ce grand projet de société. On a parlé justement ce matin de la campagne d'appui sur le site bienmangeratlecole.ca. Il y en a déjà qui l'ont fait parce que depuis ce matin, on a fait un bond de 200 signataires. Mais vraiment, on vous invite à nous donner un coup de main puis à le partager dans votre réseau, de l'envoyer à vos amis parce qu'on aimerait faire grandir ce chiffre-là. Notre premier objectif minimum, on visait 10 000, mais pourquoi pas plus, même 15 000, 20 000. Je pense que si on souhaite quelque chose pour l'ensemble de tous les enfants du Québec, dans toutes les écoles de la province, bien, ce serait intéressant justement de faire du bruit, puis d'être nombreux tous ensemble. Je pense que chaque appui, chaque petit geste compte, puis c'est vraiment ensemble qu'on a, dans le fond, la chance de faire une différence. Donc, merci beaucoup. Il me semble qu'il y avait du temps qui était prévu pour des questions. Oui, non, pas de questions. OK. On est disponible ce midi pour répondre à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à venir nous voir.